Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et bienvenue dans la dernière vidéo de cette année 2018, la traditionnelle FAQ de fin d'année. Comme l'année dernière, j'aime bien prendre un moment en fin d'année pour discuter un petit peu avec vous, répondre aux questions qui me sont fréquemment posées. Je vous ai demandé de me poser des questions sur YouTube et sur Instagram et vous avez été assez nombreux à me poser différentes questions, donc je vais pas prendre les questions par personne, mais j'ai plutôt regroupé un petit peu les questions sur une même thématique qui m'étaient souvent posées, et on va prendre comme ça un petit temps pour y répondre. Donc ça risque d'être une vidéo un petit peu longue, tu peux prendre ton café, ton thé, ton chocolat chaud si tu veux, te mettre tranquillement, et puis on va avancer au fur et à mesure dans les différentes questions que vous m'avez posées. La première question, ça a été où est-ce que j'achète mes chimies, mes pellicules de photos en général, et la réponse est déjà multiple. Alors, de manière générale, j'essaie de privilégier l'économie locale, on va dire. Je passe par mon labo qui s'appelle l'Atelier Photolix, j'ai déjà fait une vidéo dessus, tu peux aller voir ça là-haut. Pour acheter la plupart de mes pellicules pour ma pratique personnelle, ça me permet aussi des fois de découvrir des émulsions, parce qu'ils ont parfois des photos un petit peu différentes, et ça permet de tisser des liens avec d'autres photographes, d'autres acteurs du milieu photographique argentique. Donc ça, c'est hyper important, et si tu as la chance d'avoir un labo dans la ville où tu habites, ça peut être intéressant d'y aller. Après, malgré tout, on vit dans le monde moderne, et quand j'ai des grosses commandes de pellicules à faire, je passe en général par des sites comme PhotoAmpex ou Macodirect, qui ont l'avantage de proposer des prix en lot qui sont intéressants, des tarifs un petit peu moins chers qu'en labo, et puis surtout pour moi, comme j'ai une activité professionnelle, j'ai des remises par rapport à la TVA qui sont intéressantes quand je passe par ce genre de site. Mais ça va dépendre, et de manière générale, pour mes développements, je passe toujours par mon labo local, parce que je trouve que c'est important dans cette communauté argentique de pouvoir soutenir l'économie locale et les acteurs locaux qui font aussi vivre ce marché. Deuxième thématique qu'on va aborder, c'est le matos, les appareils photo à proprement parler. Donc j'ai rassemblé plusieurs questions de différentes personnes en une grande thématique. Combien tu d'appareils photo? Les utilises-tu tous? Et comment fais-tu pour les maintenir en état? En général, quand on me pose la question du nombre d'appareils photo que j'ai, je réponds trop, parce que d'aspect extérieur, c'est un petit peu l'idée que ça donne. Je dois avoir 7 ou 8 réflexes globalement, tout système confondu. J'ai 2 ou 3 compacts, j'ai un télémétrique, un moyen format. Bon, c'est vrai que ça fait, je dois avoir une douzaine d'appareils photo argentiques en général, mais en fait, chacun de ces appareils sert un but, et dans mes achats, c'est pas de la... Enfin, j'essaie de pas faire une collection, c'est vraiment chaque appareil doit servir un but photographique, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un Pentax Spotmatic parce que j'ai des optiques au M42, notamment un Helios 44-2 dont j'aime beaucoup le rendu, et je veux pouvoir utiliser cette optique, donc j'ai besoin d'un boîtier avec une monture M42 pour pouvoir utiliser cette optique et mon jeu d'optique en M42. Pareil, j'ai acheté un FT-BQL récemment parce que j'ai beaucoup d'optiques en monture FD, et mon Canon A1 a des ratés lorsqu'il fait froid, ce qui arrive assez souvent en hiver dans ma région, donc j'avais besoin d'un boîtier tout mécanique qui me permettent d'utiliser ces optiques pendant l'hiver. Et ça, c'est vrai pour chacun de mes appareils. Chacun de mes appareils sert un but par rapport à une fonction particulière qu'il a, par rapport à un mode de prise de vue qu'il a ou un petit détail qu'il a. Et selon les photos que je veux faire, selon le projet que je veux avoir, selon la manière même dont je veux faire des photos, je vais choisir tel ou tel appareil selon à la fois la manière dont je veux faire les photos et aussi le type de rendu que je veux avoir. En plus de ça, j'ai aussi des appareils photo qui servent quasiment uniquement dans ma pratique professionnelle, et qui sont des appareils que j'utilise extrêmement rarement dans ma pratique personnelle. Pour ce qui est de la question de l'utilisation, effectivement, j'essaie de les utiliser tous régulièrement, de les faire tourner régulièrement, pas les laisser moisir dans des boîtes, parce que je trouve que c'est dommage, et puis souvent, c'est comme ça qu'un appareil s'abîme le plus, quand il n'est pas utilisé, quand les rouages ne fonctionnent pas, quand il n'y a pas une action mécanique régulière sur les rouages, c'est là qu'il peut y avoir le plus grand risque de panne d'un appareil. De la même manière pour un appareil électronique, si on laisse moisir avec ses piles dedans, c'est là qu'on va avoir des risques de fuite, c'est là qu'on va avoir des risques de panne électronique, de surchauffe, etc. Donc, utilisez vos appareils photo, c'est la meilleure manière de les maintenir en état. Ça nous fait la transition vers comment je révise mes appareils, etc. En général, quand je reçois un nouvel appareil, première chose que je fais, c'est que j'essaie de nettoyer, de refaire les mousses, etc., nettoyer l'extérieur et l'intérieur de l'appareil. J'évite en général les démontages, parce que je suis moi-même pas un réparateur d'appareils photo, c'est pas quelque chose que je sais faire ou que je me sens confortable de faire. Mais voilà, comment je les maintiens en état?
je les nettoie, je fais attention à leur état, je les déclenche régulièrement. Il y a des fois des après-midi où quand je me prends mes boîtes et hop, je déclenche une dizaine de fois tous mes appareils à vitesse rapide, à vitesse lente, etc. pour être sûr que ça tourne et pour éviter que ça moisisse, qu'il y ait de l'huile, etc. qui se répandent dans les mécanismes des appareils photo. Deuxième question sur les préférences, est-ce que j'ai un objectif, un boîtier préféré, si je peux faire un top 3 de mes appareils photo, et si je devais prendre une seule pellicule sur une île déserte, laquelle ce serait? Pour mon objectif préféré, j'ai pas mal réfléchi et je pense que la réponse c'est celui-ci, le Canon FD 85 mm 1.8 sur lequel j'ai fait une très très bonne affaire en plus quand je l'ai eu, et à chaque fois que je prends des photos avec cet objectif, je suis vraiment époustouflé de la qualité du piqué des photos. Donc ma copie est pas en excellent état, il y a quelques poussières à l'intérieur parce que j'ai dû l'ouvrir pour nettoyer des champignons, etc. Mais c'est une optique qui est fantastique, qui vaut même encore son prix assez élevé aujourd'hui, et c'est vraiment une de mes optiques préférées. Déjà 85 mm, c'est une de mes focales préférées, que ce soit pour la photo de rue ou pour certains types de photos de rue, pour du portrait, même pour le quotidien, même si c'est une focale un peu serrée. C'est une focale que j'aime beaucoup, et alors cette optique en particulier a vraiment un excellent rendu. J'ai un peu plus de mal à répondre pour le boîtier, parce que comme je l'ai dit dans la question précédente, chaque boîtier a son but dans ma collection, on va dire, mais si je devais répondre d'un point de vue juste affectif et d'affection par rapport à un objet, ce serait le Miranda EE, qui est vraiment un de mes boîtiers préférés. Alors c'est pas forcément le plus souple mécaniquement, c'est pas forcément le plus discret, mais c'est celui qui est, je trouve, vraiment un boîtier hyper intéressant dans l'histoire de la photo. J'adore son prisme détachable, j'aime vraiment ce boîtier, je trouve que c'est vraiment un de mes boîtiers favoris dans ma collection. Mais j'aime aussi beaucoup tous mes autres boîtiers parce qu'ils ont aussi chacun leur utilité, mais d'un point de vue émotionnel, celui-ci a quand même une petite place spéciale dans mon cœur. Quant à une pellicule à choisir à emmener sur une île déserte, c'est une question qui est encore une fois beaucoup trop compliquée pour que j'y réponde sincèrement. Comme ça, j'aurais envie de dire la Kodak Ektar, qui est vraiment une de mes pellicules favorites, mais qui en même temps est pas très versatile dans son rendu, aussi je vais shooter que ça sur une île déserte. Après ça dépend, si c'est une île déserte tropicale avec des beaux ciels bleus, à 100%, Kodak Ektar, parce que là je me ferai bien plaisir sur les paysages de plage, parce que pour moi la Kodak Ektar c'est une pellicule qui se shoot à la plage. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est là qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Donc, on va dire la Kodak Ektar sur une île déserte. J'ai passé à la deuxième partie de cette FAQ avec les questions qui concernent mon activité pro de photographe. Donc voilà, c'est parti, première question. Première question qu'on m'a posée, c'est une question que je trouve assez intéressante, c'est autour du salaire d'un photographe de mariage, combien on peut espérer gagner en se lançant en photographe pro de mariage ou autre. Et c'est une question qui est très difficile à répondre, puisque globalement ça va dépendre de plein de choses. Un salaire d'un photographe, ça va dépendre du type de photo, ça va dépendre de son statut social et fiscal, ça va dépendre de sa notoriété, ça va dépendre de la tranche de clients qu'il vise, etc. Et je pense que c'est pas un métier qu'on choisit de faire uniquement par gain financier. Alors effectivement, le but c'est d'en vivre le plus possible, mais aujourd'hui la profession de photographe c'est une profession qui a explosé dans tous les sens, qui est extrêmement diverse, tant dans les pratiques que dans les personnes qui les pratiquent et les différents corps de métier de la photographie. C'est vraiment très complexe. Il me semblait avoir vu que le salaire moyen d'un photographe qui se lance aujourd'hui entre voilà, en première année, quelque chose comme ça, le salaire moyen d'un photographe débutant dans ses 10 premières années, selon les syndicats, il me semble, à vérifier avec des sources, c'est entre 1002 et 1005 brut. Donc bon, on est à peu près on n'est pas dans quelque chose qui va pas gagner des mille et des cents avec ça. Donc je pense que c'est pas un métier qu'on commence par faire par appât du gain, si on veut. Je pense que c'est plus l'idée de transformer une passion en un métier et d'essayer de vivre de quelque chose qui nous passionne, sachant que là aussi encore c'est compliqué parce que la passion de la photographie et le métier de la photographie sont deux choses qui sont totalement différentes et qui ont des implications totalement différentes. Alors de mon côté, moi je suis en première année de développement de mon entreprise sérieusement, et la plupart de l'argent que j'ai gagné dans cette entreprise, je l'ai réinvesti dans l'entreprise pour pouvoir faire grandir le projet. Donc en termes de salaire, c'est pas quelque chose qui est vraiment quantifiable, puisque j'ai fait surtout beaucoup d'investissements pour lancer des projets et pour développer mon activité, comme c'est souvent le cas dans n'importe quel lancement d'activité.
réalité, au départ, on se paye pas forcément un salaire mirobolant si on s'en paye un, puisque de toute façon, la priorité, c'est de faire vivre l'entreprise, donc on investit l'argent dans l'entreprise qu'on est en train de créer. Deuxième question qui est hyper intéressante, c'est comment concilier, est-ce que j'arrive à concilier vie de famille et mes activités photographiques, que ce soit photographe de mariage, etc. Alors, je vais étendre un petit peu la question pour parler globalement de ça, et parler du travail en tant que freelance, quel que soit quelqu'un qui va travailler de chez soi et qui va avoir des projets comme ça d'emploi du temps, qui est pas celui de quelqu'un qui va au bureau à 9h, qui revient à 18h30 et qui a ses week-ends et ses congés payés. Qu'est-ce que ça implique? Alors forcément, c'est une vie qui est un petit peu particulière. Moi, je donne donc effectivement les mariages, c'est en général le samedi. Je donne des cours photo aussi à côté, donc c'est souvent le samedi et le dimanche. Donc c'est vrai que globalement, il y a un week-end sur deux, voire 2 week-ends sur 3, où je suis dehors en train de, je sais pas, chez moi, et je suis en train de travailler. Alors, pour cet aspect-là, moi auparavant, je travaillais dans la culture. Donc j'avais déjà un petit peu fait une croix sur mes week-ends, parce que c'était déjà quelque chose où j'étais amené à travailler beaucoup le week-end. L'autre difficulté, c'est que dans le travail chez soi, quand on n'a pas de bureau, c'est qu'on peut aussi facilement se laisser embrigader dans du travail et se retrouver à bosser 8, 10, 12, 15 heures par jour par certains moments, surtout toujours à revenir à du travail. Voilà, on a 10 minutes à tuer parce que il se passe quelque chose, clac, on va se mettre sur le PC, on va commencer à retoucher des photos, à avancer sur du travail, à écrire des articles, écrire des vidéos, et on se trouve facilement pris comme ça dans cette routine de travail parce qu'on travaille de chez soi et son travail est toujours là, accessible, et ça peut nous couper assez rapidement d'une vie de famille et des gens autour qui n'ont pas forcément le même emploi du temps. Pour le coup, il faut faire preuve un petit peu de rigueur et se fixer soi-même aussi ses propres horaires et savoir quand s'arrêter. Moi, en général, voilà, quand j'ai fait un gros week-end, mariage, plus cours photo, plus etc., bon, j'essaie de me prendre une journée où je fais rien, j'allume pas le PC, je prends même pas d'appareil photo, et je fais autre chose, je vais jouer aux jeux vidéo, on va sortir, boire un café avec mon épouse, bon voilà, faut organiser son temps différemment et pas être dans une logique de bureau, parce que même si on se dit bah voilà, je ne travaillerai pas le dimanche, dans les faits on va être amené à travailler le dimanche, parce que les gens qui vous appellent pour un mariage, pour une chose comme ça, ils font eux leurs recherches le samedi, le dimanche ou le soir, et donc ils vous appellent le soir en rentrant du boulot, le week-end, etc. Donc forcément vous êtes malgré tout amené à travailler le week-end, même si vous êtes dit que ce sera pas le cas. Moi j'ai aussi la chance, dans mon cas particulier, que mon épouse soit aussi dans un travail freelance qui lui donne le choix sur ses horaires, etc. Donc on arrive à concilier notre vie de famille comme ça, parce qu'on a un emploi du temps qui est modulable et qu'on peut se décider, tiens, vendredi après-midi, on bosse pas tous les deux, on va au cinéma, on va faire un tour, on prend un moment ensemble pour reconnecter avec la vie de famille. Alors comme ça peut paraître magnifique et génial, mais ça a aussi plein d'autres inconvénients d'avoir comme ça un travail un petit peu freelance en autonomie, dont je parlerai certainement. Je suis en train d'écrire une vidéo sur choisir un métier créatif, pour et contre, un petit peu avantages, inconvénients de ce genre de vie et de travail. Donc ça ira un petit peu plus loin, mais voilà déjà un petit élément de réponse par rapport à comment concilier une vie de famille et un travail freelance de photographe de mariage, où on n'a pas forcément d'horaire fixe et on va être amené à travailler les week-ends, etc., etc. Dernière question sur cet aspect des choses, on m'a posé la question si avec la chaîne, la boxe argentique, les cours photo, photographie de mariage, etc., j'avais encore le temps de faire des projets personnel. Alors c'est une question hyper intéressante et justement je voulais adresser ça aussi dans les vidéos à venir, donc ça tombe bien, merci pour la question. C'est compliqué, effectivement, cette année j'ai pas eu beaucoup le temps de faire des projets personnels. Je pense que mon dernier gros projet perso c'était le projet 30-30 que j'avais fait sur YouTube, donc c'était au printemps dernier où j'avais fait 30 jours, 30 projets photos. Et ça, c'était vraiment mon dernier gros projet, et après j'ai été pris dans la saison des mariages, dans le développement de la chaîne, etc., etc. Donc j'ai pas eu tellement de temps de faire des projets personnels. Après, malgré tout, mon entreprise, mon développement en photographie de mariage, cette chaîne YouTube, c'est aussi des projets personnels. Donc on revient un petit peu sur la question précédente. Effectivement, quand on fait comme ça un travail passion, entre guillemets, et quand on transforme sa passion en son métier, en son entreprise, etc., malgré tout, il y a un côté où ça reste un projet personnel, même si ça vient avec des conséquences professionnelles et des choses qui sont moins intéressantes que juste sortir, faire un projet de shoot 100% perso pour soi-même, etc. Bon, c'est un état d'esprit différent, mais ça reste quelque chose dans lequel on a envie de s'investir, dans lequel on a envie de mettre de l'énergie.
Donc on va dire que cette année, mon projet personnel, c'était vraiment lancer cette entreprise, lancer cette chaîne qui continue de monter au fur et à mesure, lancer le projet de boxe argentique. J'ai encore plein d'autres projets par rapport à ça qui touchent plus à mon développement professionnel. Mais voilà, c'était ça mon projet personnel cette année. Au-delà de ça, ça me manque quand même vachement de shooter pour moi, de prendre du temps pour faire des projets justement juste pour moi qui n'ont pas de rapport avec la photographie de mariage, etc. C'est pas forcément facile de trouver le temps parce que des fois on se dit ouais mais ça sert à rien, c'est un peu du temps perdu. Bon, malgré tout ça sert quand même parce que ça nous permet de progresser et de faire jouer les compétences des deux côtés, d'un point de vue pro comme d'un point de vue perso. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de faire plus l'année prochaine, d'essayer de me laisser du temps pour faire des projets perso. Alors, je continue à faire de la photo pour moi, hein, sur des trajets, sur des choses comme ça, j'ai quand même développé mes compétences photographiques au quotidien, mais je pense que c'est effectivement différent de faire ça, de continuer à faire de la photo pour soi dans son quotidien, et mettre en place un véritable projet photo. Mais là j'ai envie de faire ça et de me lancer vraiment, d'essayer d'éditer des petits zines, des petits bouquins, des choses comme ça, plus dans une pratique de projet photo personnel artistique que simplement dans quelque chose de professionnel. Donc je vais essayer de plus combiner les deux dans cette deuxième année d'activité. Et cette question fait une magnifique transition vers la troisième partie de cette FAQ avec projet personnel, la chaîne, l'avenir, etc. de ce qui va se passer dans l'année qui vient. Alors là, ça va être du vrac, un petit peu en bordel, toutes les questions qui rentraient pas dans les autres cases, là, je les ai mises là-dedans. Donc, on me pose la question, est-ce que je vais faire des vidéos sur les caméras VHS? Alors, à un moment, j'y avais pensé, étant donné que j'ai toujours pas fait mon film sur Super 8, que j'avais promis, je pense, il y a presque un an, que ça fait un an que le film est au frigo. Je vais d'abord essayer de faire ce projet et d'aller jusqu'au bout de ça, avant de me lancer dans peut-être la review de caméras VHS. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Après, c'est un peu compliqué de trouver des caméras en bon état. Le système VHS n'est pas forcément facile, même à numériser après le film. Ça demande un investissement assez important pour pouvoir numériser ça. Faut trouver une caméra qui puisse être reliée à un ordinateur, sinon directement pour enregistrer le flux de la vidéo sur un ordinateur, donc c'est pas forcément évident, mais c'est quelque chose effectivement que j'aimerais bien faire. On est un peu en marge de l'argentique, hein, parce que bon, la VHS c'est une technologie certes analogique, mais qui n'est pas du tout argentique, hein, c'est pas de l'argentique du tout. Donc, mais pourquoi pas, ce serait effectivement quelque chose qui m'a déjà traversé l'esprit et que j'aimerais bien faire à l'occasion. Donc si quelqu'un veut faire un don d'une caméra VHS, voilà, sait-on jamais, vous pouvez me contacter en MP, je prendrai ça avec plaisir. On m'a posé aussi la question de mes premières photographies. Alors c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement j'ai toujours mes premières photos que j'ai fait avec mon premier réflexe, donc qui était un Canon 100D, que j'avais acheté pour faire de la vidéo au début, donc je les ai toujours, elles défilent peut-être à l'écran, et j'ai aussi retrouvé il n'y a pas très longtemps chez mes parents mes premières photos argentiques pour le coup. Donc je devais être en CM2, à l'époque j'avais des petits jetables pour partir en vacances. Mes parents me disaient voilà, on t'offre un petit jetable pour les classes vertes, etc. Tu prends pas n'importe quoi en photo, le développement, la pellicule, ça coûte cher. Donc voilà, déjà Do Not Waste Film, c'était déjà bien ancré dans la tête. Et puis après j'ai eu un petit compact dont je pense j'ai déjà parlé, peut-être sur la chaîne, peut-être pas sur la chaîne, mais j'ai eu un petit compact qui était, on va juste le faire apparaître ici. Un Yashica, donc c'est un Yashica, c'est pas marqué Yashica dessus, mais quand on cherche, hein, c'était fabriqué par Yashica. Ça a plein d'appellations différentes. C'est un Power Zoom 105 avec une focale de 38 à 105, un zoom, donc c'était un petit truc, bon, c'est pas le meilleur appareil du monde, mais j'ai fait mes premières photos argentiques avec ça, et je l'avais repris des photos avec il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, et j'avais été relativement surpris du résultat pour un petit compact tout plastique. Une autre question qu'on m'a posée, c'est quel était le type de photo que je préférais faire, et pourquoi. C'est une réponse encore une fois un petit peu complexe, et je pense qu'aujourd'hui, ce que je préfère faire, c'est vraiment ce que j'appellerais la photo du réel, entre guillemets. C'est pas vraiment un genre photographique ni quoi que ce soit, mais quand je fais par exemple un reportage de mariage ou d'entreprise, etc., j'aime pouvoir capturer ces petits instants de réel, capturer le moment, l'ambiance, etc. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément faire sur mon travail photographique. C'est pour ça que j'apprécie aussi pas mal la photo de rue. Dans ma pratique, je fais aussi beaucoup de paysages urbains, donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que j'ai une pratique qui est
assez diverses et j'ai des pôles d'intérêt assez diverses selon les pratiques, selon les saisons de l'année, selon les moments de ma journée. J'aime aussi beaucoup photographier mon quotidien. Donc celle que je préfère faire, je pense que c'est vraiment ce côté travailler sur le réel, que ce soit photo de rue ou reportage, c'est vraiment ce que je préfère faire. Parce que même quand je travaille sur du portrait ou des choses comme ça, je préfère essayer de capturer un instant de la personne plutôt que de faire poser les gens d'une manière particulière avec des poses complexes ou des choses comme ça. Donc ouais, je répondrais ça, la photographie du réel, entre guillemets, avec tout ce que ça implique, au-delà de la simple définition d'un genre photographique. Dernière question qui m'a été posée, c'est comment moi je vois l'avenir de l'argentique aujourd'hui, fin 2018. Alors j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet auparavant, et la plupart du contenu de ces vidéos n'a pas changé, le fond a pas tellement changé en termes de ma vision des choses, mais globalement, pour résumer, moi je pense que c'est une technologie qui va continuer de se développer. Ça fait plus de 100 ans qu'on a cette technologie argentique, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors on reviendra pas effectivement à une utilisation massive de l'argentique, notamment dans le milieu professionnel, parce que c'est beaucoup trop de contraintes, à la fois budgétaires, et puis sur certaines utilisations professionnelles, notamment la photo de presse ou des choses comme ça, où il peut y avoir un turnover aujourd'hui de quelques heures, voire de quelques minutes, à peine pour pouvoir sortir la photo. Bon, c'est trop complexe, et c'est possible en argentique, mais c'est trop de travail par rapport à pas mal de choses, mais il y a plein d'utilisations originales de l'argentique. J'avais vu par exemple un photographe de Formule 1 qui faisait des photos de F1 à la chambre photographique, je pense que c'est à la Speed Graphique, qui avait aussi suivi la campagne présidentielle avec une speed graphique, et qui avait eu des photos magnifiques, qui étaient justement en total décalage avec ce qu'avaient pu faire d'autres photographes qui travaillaient au 5D et au 200 mm. Je vous mettrai le lien dans la description si je retrouve ces images et ce projet-là. Et voilà, donc il y a cette technologie, elle n'est pas obsolète, elle a toujours sa place, elle est toujours utilisée par des artistes, par des professionnels, par des cinéastes, et tant qu'il y aura des gens pour l'utiliser, je pense que ce sera une technologie qui sera disponible. Alors, je dis pas que c'est pas une technologie qui va connaître des fluctuations de prix, on a vu pas mal de films augmenter de prix ces dernières années, notamment à cause du cours de l'argent qui s'envole aussi, donc il faudra voir sa pérennité plus par rapport à l'écologie et par rapport à la pérennité des matériaux nécessaires à sa fabrication, mais ça c'est vrai de toute technologie, même les technologies numériques sont quand on n'aura plus de terres rares pour fabriquer les capteurs de nos appareils photo et les processeurs, ça posera un problème, et il faudra penser à une autre technologie si on veut continuer de fabriquer des images. Et enfin la dernière question, la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, pour avoir enfin la réponse à la question que tout le monde se pose ici. Mais enfin, ça veut dire quoi, EMGK? Ah ben, désolé, si tu veux le découvrir, il faut fouiller dans les archives d'internet, mais moi, c'est pas encore cette année que je te donnerai la réponse. J'espère que cette vidéo FAQ t'aura plu. Comme je l'ai dit au début, c'est la dernière vidéo que j'uploaderai pour cette année 2018, donc j'en profite pour te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Fais des jolies photos lors de ton réveillon, et on se retrouve pour une nouvelle année en 2019 avec plein d'idées de nouvelles vidéos. J'espère que ça t'aura plu, fais de bonnes photos, et à la prochaine!